a un bolide, je répète, on a un bolide. Les années 90 auront été celles du renouvellement des genres et par là même celles de la démesure. Comment alors ne pas penser qu'Hollywood ne serait pas intéressé par le genre de film catastrophe comme dans les années 70 où cela fleurissait et en rester encore les meilleures années inégalées pour ce genre malgré des effets et dont de grandes stars de cinéma étaient engagées afin que le spectateur n'ait aucune idée de qui allait mourir ou survivre. Maniez-vous, qu'est-ce que Je croyais que vous étiez chauffeur de taxi. Eh oui, je suis chauffeur de taxi, il a besoin de vous, allez le voir. C'est Leslie Bohem qui va donc écrire cette histoire, un homme qui a peu de grandes histoires à son actif, et surtout peu de très bons dialogues, comme Cavale sans issue, mais pas tout seul, Jason va en enfer, mais non crédité, et après ce Daylight nous donnera Le Pic de Dante de Roger Donaldson, en suivant, le remake d'Alamo et The Darkest Hour, pas de quoi fanfaronner. Je veux avoir du temps, alors fais sauter le toit du tunnel. Qu'est-ce que tu fous là, qui? L'histoire est inspirée de faits réels où le 13 mai 1949, un camion transportant 80 barils de 210 litres de sulfure de carbone est entré dans le tunnel sud dans le sens New Jersey vers New York. Après que le camion a voyagé vers l'est sur environ 880 mètres dans un trafic dense, l'un des barils s'est libéré de ses attaches, tombe sur la chaussée et s'ouvre. La vapeur libérée du baril s'enflamme lorsqu'elle entre en contact avec une surface chaude, probablement un sabot de frein ou un tuyau d'échappement. La vapeur de sulfure de carbone s'enflamme lorsqu'il est porté à une température de 90 degrés et est donc considéré comme hautement inflammable. L'incendie va causer d'importants dommages à la galerie sud et les travaux de réparation vont s'élever à 600 000 $. L'incendie provoquera la mort de 2 personnes et fera 66 blessés. Par où vous allez entrer? Par là. Ici, c'est une histoire classique, de film catastrophe, mais suffisante pour en faire un bon film à suspense. En cette fin de journée, tous les banlieusards empruntent le tunnel qui relie Manhattan au New Jersey pour entrer chez eux. On nous les présente comme le veut un bon film catastrophe, alors que ça pourrait être fait après. Parmi les embouteillages, une voiture va zigzaguer à vive allure puisqu'elle est poursuivie par la police et va finir par produire un accident. Elle va en effet percuter de plein fouet un convoi chargé de produits toxiques et provoquer une violente explosion. Les quelques survivants de cet enfer vont tenter de retrouver l'air libre et seront aidés par Kit, ancien chef des services médicaux d'urgence de la ville de New York, qui, devenu chauffeur de taxi, se trouve sur place. Kit la tuera donc, fait l'impossible pour les sauver. Les sauver, c'est pas croyable. Super. Où sont les autres? Y a personne d'autre? Comme souvent, des personnages ordinaires se retrouvent dans une situation extraordinaire avec un héros, des idiots, des méchants, des personnages compréhensibles, des personnages paniqués et j'en passe. Malheureusement ici, qui souffre pour beaucoup de dialogues absolument juste immondes. Et tout ce qu'on a, c'est ce type-là. Vous n'avez que moi, alors vous êtes bien obligé de faire avec. Une autre remarque? Dans le script original, le sauveur décède à la fin de l'histoire, mais la Universal rejette de suite l'idée. Reste à trouver un réalisateur et c'est Rob Cohen qui sera choisi malheureusement. Oh, pas parce qu'il est complètement inadapté, mais parce que c'est un réalisateur sans grande âme ni réelle patte, mais qui sait heureusement placer sa caméra et donner à ses films un rythme. C'est déjà ça. Il faut noter dès le départ sur les camionneurs qui transportent les produits toxiques des dialogues indigents, comme toutes les présentations des personnages donc en début de film, alors que les connaître pendant le drame aurait été peut-être plus intelligent et aurait coupé 20 bonnes minutes. Mais il devait manger, alors il l'a avalé. C'est ça avoir des couilles et vous en avez. Rob Cohen n'aura pour moi réalisé qu'un seul grand film, son Dragon, l'histoire de Bruce Lee, parce qu'il y a un cœur de dragon qui, je sais, a beaucoup de charme auprès de certains, moi que je trouve hilarant en regardant juste les figurants ne sachant pas où aller pendant les attaques, mais cela n'engage que moi. Puis après ce Daylight, il va nous faire un Skull très oubliable, le premier Fast and Furious, un triple X toujours avec le Vin Diesel en James Bond bourrin, un furtif dégueulasse, sauf quand la bête Jessica Biel est sous une cascade, et une troisième momie absolument décevante, et on oublie le reste. Il sera un meilleur producteur que réalisateur, mais n'a pas à rougir de son travail quand même ici, c'est un faiseur.
Rob Cohen désire avoir Nicolas Cage dans le rôle principal, mais Universal ne le trouve pas bankable, ce qui est hilarant puisque la même année, et les suivantes, Nicolas Cage va enchaîner The Rock de Michael Bay, Les Ailes de l'Enfer de Simon West et Volte-Face de John Woo. Encore des grands chez Universal. Sylvester Stallone est donc choisi, sortant du Cliffhanger de Renny Harlin, du Demolition Man de Marco Brambilla et le Juge Dredd de Danny Cannon ou Assassin de Richard Donner, dont vous avez les vidéos sur cette chaîne, sauf Juge Dredd, mais ça viendra. 80 millions de dollars sont débloqués pour le budget et les meilleurs sont engagés et l'équipe va partir dans les studios Cinecittà à Rome pour leur taille gigantesque. Une course-poursuite haletante contre la mort avant que l'eau ne submerge le tunnel et que tout le monde ne meure, produite par Rob Cohen et Raffaella De Laurentiis, oui, la fille de Dino. Effectivement, on pense au grand film d'Irwin Allen, L'aventure du Poséidon avec Gene Hackman, qui a impressionné Rob Cohen 20 ans avant, premier plateau de cinéma que Rob Cohen va fouler de ses pieds. Il en restera impressionné et malgré les stéréotypes obligatoires que l'on retrouve ici, Cohen va tout faire pour en écraser quelques-uns, mais en ratera bien d'autres, comme certains faux raccords où Sly est sale, puis propre, puis sale, puis propre. Bon, vous avez compris. D'un budget donc de 80 millions de dollars, Daylight va se retrouver avec des recettes confortables, mais pas celles attendues par Universal, malgré la présence du Sly. 33 millions de dollars en Amérique du Nord, 1 312 000 entrées en France et un total de 159 millions et 212 000 entrées dans le monde. C'est pas mal, mais c'est vraiment pas ce que voulait Universal. Les effets spéciaux seront un mélange de maquettes et d'effets numériques. Les maquettes et leurs scènes seront tournées à Monterrey, des passages absolument réussis et d'autres un peu moins malheureusement ou qui font trop préparer à l'avance comme une attraction souverain. Oh, ça y est, on est sauvés! Un décor en taille réelle fut construit à Cinecittà, donc un studio où les décors pouvaient être explosés ou noyés à foison, avec une immense surface plane, 16 réservoirs d'eau surélevés et un petit plus, un vaste bassin. Le tunnel sera un vrai casse-tête à construire évidemment, à la fois en technique et logistique pour le chef décorateur Benjamin Fernandez. Le carton-pâte est impossible vu le nombre de voitures qui va passer dedans et les explosions qui vont suivre, sans compter les inondations, les coulées de boue ou effondrements de plafond. Il faudra faire comme dans un vrai tunnel avec des sorties de secours sécurisées pour les acteurs mais que l'on ne doit pas voir à l'image, ainsi que des sources de lumière afin d'éclairer le tout. Des mois de préparation, 500 mètres de long pour le tunnel et des extrémités incurvées afin de dissimuler les fins de décor. Seule l'entrée fut construite à part, nécessitant des effets spéciaux à part. En chef des cascades, nous avons Paul Weston, ancien doubleur de Patrick Macnee sur la série Chapeau et bottes de cuir, en Steed, puis celui de Christopher Reeve dans le Superman de Richard Donner, un des plus grands d'Hollywood. Imaginez comment trouver la possibilité de faire un carambolage de 200 bagnoles et les faire exploser puis noyer, ce sera le cas avec une belle collaboration avec le chef décorateur. Parce que oui, pour simuler un bouchon de voiture, il en faut avec un trafic routier aux heures de pointe et 2 files de voitures en continu qui entrent et sortent du tunnel avant que le piège ne se referme. Un déplacement continuel de voitures par plan et qui va vite tourner au cauchemar pour tout contrôler, et les voitures qui vont rouler en circuit fermé, sortant du tunnel et revenant à l'entrée pour recommencer. 30 voitures seulement seront pilotées par des cascadeurs essentiellement utilisés lors de la poursuite en voiture qui va amener à l'accident explosif et imaginé et dessiné sur un storyboard afin que tout soit bien coordonné et préparé et de nombreux croquis par séquence. Pour l'explosion, ce que l'on attend le plus, les cascadeurs porteront des combinaisons isolantes et des masques à gaz, comme l'équipe technique d'ailleurs, et il fallait attendre une fois fini, la chaleur étant si chaude qu'il fallait un moment avant que tout s'échappe par les conduits de ventilation. Après le Practical, un film comme Daylight se doit d'engager les meilleurs et parmi les sociétés engagées, ILM ou Industrial Light and Magic, les meilleurs, vont travailler sur une vague de produits chimiques en fusion dans le tunnel et la séquence finale où nos héros sont sous l'eau.
Détenant l'Oscar pour les effets visuels pour le Cocoon de Ron Howard, Scott Farrar a travaillé dans la firme de George Lucas en tant qu'assistant de Ken Ralston sur de nombreux films à effet comme le Star Trek 2 et 3 dont j'ai parlé et qui reste en tête longtemps, et le Retour à le futur de Robert Zemeckis. Il supervisera les effets visuels de Roger Rabbit, de Backdraft, de Casper, de Congo, et c'est Rob Cohen qui fait appel à la firme sachant que les scènes en question vont être très compliquées. Des effets qui vont prendre 1 an à être créés pour faire ce dont Cohen avait vraiment en tête. Les flammes vont envelopper les voitures plutôt que de les envoyer en l'air, avec 2 types de prises de vue, les plans avec les vraies voitures et les répliques miniatures au 1/4. Le feu est filmé sur les plans de la maquette, puis incrusté sur les plans de décor nature, donnant une simulation superbe du tunnel en feu. Les flammes seront créées avec du butane et du kérosène sur la longueur de la maquette et pour reproduire l'effet d'avancement de ces flammes, tout fut filmé d'arrière en avant successivement et piloté par un ordinateur avec des images allant de 72 à 200 images par seconde. Pour le produit toxique en fusion, c'est de l'animation 3D bien sûr de type fractal avec un mouvement naturel. Pour la deuxième séquence, la finale, se passant sous l'eau où nos 2 derniers héros sont aspirés dans un tourbillon de boue et d'eau, elle fut plus difficile à réaliser. En effet, il faut que l'eau soit trouble, mais pas assez pour que l'on ne voit pas nos héros avec un compromis idéal, où les acteurs seront donc filmés bien au sec d'un côté, sur un plateau, et l'eau est simulée avec ordinateur et animation de particules autour d'eux. Une séquence montre Maddie dans l'eau avait été ratée au niveau des mouvements et plutôt que de la retourner, Pat Myers va couper le corps en 2 avec son ordinateur et va rajouter les membres avec cet ordinateur afin qu'ils bougent de la meilleure des façons. Les acteurs sont fixés à des câbles et une caméra sur un câble électrique et de gros ventilateurs simulaient le roulis de l'eau et envoyaient sur les acteurs des débris en liège, en carton ou en terre. Ils sont filmés à 60 voire 70 images par seconde pour que tout soit synchro. La coulée de boue a été faite, elle, avec une maquette et la boue sera faite avec de la tourbe de jardin et du chocolat en poudre. Comme quoi... Grant McCune fabriquera la réplique miniature de l'entrée du tunnel pour l'explosion qui va la sceller et Illusion Arts les effets numériques pour les cascades ou peintures sur ordinateur. Ils ont collaboré sur Cœur de Dragon, le flic de Beverly Hills 3 de John Landis et ont longtemps collaboré avec le spécialiste de ce genre, Albert Whitlock. Ils vont donc s'occuper des peintures numériques et avec Grant McCune vont s'occuper de la scène de l'entrée du tunnel qui explose et vont aussi s'occuper de la scène de la citerne du camion qui se détache et qui roule vers Kit, manquant notre héros de peu. Ils vont rajouter l'Hudson derrière l'entrée avec de vraies photos et générées en images de synthèse. Ils vont filmer aussi le plan final devant un écran bleu, mais ne sera pas tourné dans la bonne lumière. C'est un manque de coordination entre les équipes qui vont obliger l'équipe à altérer l'image, ce qui se voit quelque peu. Pareil, des effets mécaniques trop visibles gâchent parfois le plaisir. On sent quand même que tout est préprogrammé avec des vérins. C'est toi le nouveau chef ou quoi? Oui, Kit, c'est moi le nouveau chef. Alors décide. Pas de flingue, pas de terrorisme, un héros courageux et un groupe de gens qui paniquent un peu plus chaque minute mais qui devront faire front, une communauté dans la peur. Malheureusement servi par des dialogues insipides sur des personnages souvent indigents dont les habits sont plus trop propres d'ailleurs, sans oublier les cons de l'Amérique qui foutent la merde. Bref, on ne nous épargne rien au niveau de ce qu'on a vu avant. Une obligation de performer physiquement pour les acteurs, Stallone en tête, et qui aiment se mesurer à de l'inédit, ici les éléments d'une catastrophe. Sylvester Stallone est en forme, c'en est même impressionnant, mais ne pourra faire toutes les cascades, certaines n'étant réservées qu'à de grands spécialistes et d'autres avec de grands risques de brûlure ou de coupure. Il
va passer de longues heures suspendu par exemple à plusieurs mètres de haut, ce qui n'est déjà pas si mal, notamment sur la scène des 4 ventilateurs géants arrêtés au travers desquels Kit doit passer. Ce sont 3 décors hauts de 20 mètres où notre Sly va passer 11 jours éprouvants, tête en bas, avec une glissade qui aurait pu le blesser. Sa scène dans les ventilateurs d'ailleurs sera le seul moment où l'acteur va perdre son sang-froid. Descendant avec le câble, il heurte les parois, mais la caméra ne tourne pas. Il va hurler à Cohen qu'il aurait pu se briser la nuque et aurait préféré que l'impact soit sur pellicule, finissant par un « ne me faites plus chier ». Rob Cohen va lui répondre par un « c'est dur je sais, mais pour 20 millions de dollars de cachet, je ne risquerai même pas moi ma vie ainsi ». Histoire de le remettre à sa place. Tu peux y aller, saloperie de tunnel! Combien de fois tu vas t'y prendre pour tenter de nous tuer? Pourtant, Stallone interprète un homme courageux, loin d'être un Superman, très proche du rôle de Gabe Walker dans Cliffhanger. Il est encore, il faut le dire, un ex de l'EMS, les services médicaux de New York, qui fait le taxi suite à un trauma. Comme d'habitude et comme dans Cliffhanger, l'homme décidément continue sur ses idées et dont plus personne n'a confiance jusqu'à ce qu'il réussisse l'impensable. J'ai trouvé ton cœur! Et je vais le faire exploser! C'est le meilleur, mais personne ne l'écoute, comme d'habitude aussi, jusqu'à ce qu'ils se rendent tous compte qu'il a raison. L'homme se laisse même sauver par Maddie à la fin, et beaucoup pensent qu'avec ce film, Stallone peut changer sa carrière et quitte encore une fois son chemin de croix afin de racheter ses fautes passées. C'était ton frère, Frank, c'était forcément personnel. Je t'en ai voulu. L'acteur va enchaîner après sur Copland et essaie de trouver les rôles plus humains, mais en enchaînant d'assez mauvais films. Il reviendra sur le devant de la scène avec Rocky Balboa et John Rambo. C'est comme la première personne qui a dû avaler une limace, vous imaginez? De quoi vous parlez? Imaginez! C'est le regretté Alain Dorval à sa voix française qui doit malheureusement compenser parfois par des répétitions de mots à la Stallone ou des histoires de limaces insupportables. Il faut pas oublier que s'il est descendu dans ce tunnel, c'est pour nous aider. Alors cessons de nous occuper de lui. Madeleine Thompson ou Maddie pour les intimes est écrivaine ou dramaturge ratée et part pour enseigner l'anglais dans un lycée. Elle quitte New York, elle n'en peut plus. Une femme qui va se révéler plus forte que ce qu'elle pensait d'elle-même et qui va aider à ce que le public féminin aille voir le film en salle d'après le réalisateur. C'est Amy Brenneman dans le rôle, superbe et capable de devenir cette femme à qui il est possible de s'identifier, si on en est une évidemment. Elle sera très capable et sauvera même la mise à Kit et durant le film va s'investir de plus en plus dans le sauvetage et mène le groupe. J'aurais jamais cru que je mourrais de cette façon. Vous n'allez pas mourir. Elle sera remarquée dans l'énormissime série télévisée de David Milch et Steven Bochco, New York Police Blues, de 1993 et 1994, où elle joue le rôle de Janice Lee Calci dans les 2 premières saisons de la série judiciaire. Elle va jouer dans le Casper de Brad Silberling, qu'elle épousera d'ailleurs, et surtout Hit, réalisé par Michael Mann en 1995. Après Daylight, elle va laisser tomber les grosses productions et joue dernièrement dans la série The Old Man aux côtés de Jeff Bridges. C'est Nathalie Juvet qui est à sa voix française. Je suis fatigué d'être moi. Roy Nor est un alpiniste, riche sportif publicitaire pour Theory Beyond et il est le contrepoint du personnage de Kit. Je promets ceci. Si jamais il y a une sortie, je la trouverai. C'est Viggo Mortensen qui se prête au jeu d'être l'arriviste du coin, celui qui pense être le meilleur dans sa catégorie, ce dont il paiera le prix fort alors que Kit essaie de le dissuader de prendre le chemin choisi. Si j'ai réussi comme je l'ai fait, c'est parce que j'ai un instinct qui me permet de faire face à une telle situation, vous comprenez ça? C'est un homme courageux mais qui a le défaut d'être trop persuadé d'être le meilleur, car rien ne peut l'arrêter, si ce n'est sa suffisance. Viggo Mortensen n'est pas encore le Aragorn du Seigneur des Anneaux chez Peter Jackson, mais a une solide filmographie dans de petits ou de grands films déjà, et il est parfait dans le rôle. C'est Antoine Tomé qui le double. Pas me mettre ça sur le dos, d'accord? C'est du passé, je vois pas du tout le rapport avec la situation Non. actuelle. Frank Kraft, le chef adjoint de l'EMS, ancien collègue de Kit, est interprété par Dan Hedaya, un acteur parfois excellent, parfois moyen, et qui sera le flic dans Les Prédateurs de Tony Scott, dont j'avais parlé, dans un petit rôle. Puis c'est le rôle du général Arius, antagoniste principal face à Arnold Schwarzenegger dans le très bon Commando de Mark Lester, et jouera des flics, des militaires ou des truands assez souvent. Est-ce que t'as envie d'y aller? Un homme qui n'est pas à sa place et qui ne va compter que sur Kit lors de dialogues plutôt classiques, alors que la pression est à son comble, les excuses et l'humour n'ont rien à foutre là, mais c'est comme ça, on est obligé de supporter ça. C'est pour toi. Bienvenue à la maison. Bienvenue, chef. Bien sûr, à la fin, il l'appelle chef comme avant. Qu'est-ce que c'est beau. Si tu es bien sage, je te le dirai tout à l'heure. Tout de suite. Non.
Stan Shaw est un habitué des seconds et des tiers rôles lui aussi. On l'a vu en Deeper dans Rocky, Marvin dans le Runaway de Michael Crichton, le fameux Big George dans le chef-d'œuvre de John Arnett, Beignet de tomates vertes, ou Glasspool dans L'île aux pirates. Hé, rends le bracelet pour moi. S'il te plaît. Ici, il est George, un agent qui travaille dans le tunnel, ultra positif et bien sûr amoureux, espérant retrouver celle qu'il aime. Je te demande pardon. Sa mort, inévitable bien sûr, est très bien foutue et c'est en essayant de le sauver que l'esprit de la communauté va jaillir devant l'écran. Il faut bouger. Comme ça tiendra. Mais cela, malheureusement, ne suffira pas. J'ai une famille, je ne l'abandonne pas. Pourtant, ça, tu le fais très bien. J. O. Sanders est aussi un des survivants de l'explosion, Steve Crichton, jouant comme à son habitude le bon casse-couille. Il a lui aussi plusieurs seconds rôles, voire tiers rôles dans de petits et de grands films, avec parfois de grands réalisateurs. Il va bien sûr changer au cours du film et deviendra un homme capable. Sa femme Sarah est jouée par Karen Young, calme et cynique avec un mari aussi con. Beaucoup de petits rôles elle aussi, dont Les Dents de la Mer 4 de Joseph Sargent ou 9 semaines et demie d'Adrian Lyne. Je suis vraiment désolée pour ce que maman a dit, mais s'il vous plaît, vous devez m'aider à sortir d'ici. Leur fille Ashley, elle, est interprétée par Daniela Harris, actrice connue pour avoir débuté sur le Halloween 4 et le Halloween 5 en Jamie Lloyd. On la voit dans Désignée pour mourir de Dwight Little. Elle est la fille de Joe Allen Beck, interprétée par Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain de Tony Scott, qui insulte son père à foison. Et elle a joué dans les Halloween de Rob Zombie. Elle a raison. Pardon, monsieur Latoura. Nous avons été très grossiers. Eleanor Trilling et son mari sont eux aussi coincés dans le tunnel. Eleanor est interprétée par Claire Bloom, vue dans le Richard III de Laurence Olivier, La Maison du Diable de Robert Wise, L'Outrage et L'espion qui venait du froid de Martin Reed, L'île des adieux de Franklin Schaffner ou Le choc des titans de Desmond David. C'est une excellente actrice. Regardez, c'est le chien. Coupe. Non. Et elle et son mari possèdent un chien qui bat des records d'apnée. Merci, mademoiselle. Sage Stallone et Vincent, un prisonnier coincé lui aussi dans le tunnel. Il a joué le fils de Rocky dans le Rocky 5 de John J. Avildsen et elle sera assistant réalisateur pour Richard Donner sur Assassin, mais essaie de prendre des distances avec le nom de famille de Sylvester, son père, qui est le sien. Il n'apprécie pas être le fils de Rocky et de Rambo dans la vie, refuse de suivre son père sur le sport qu'il essaie de lui imposer. Histoire d'emmerder un peu plus son père, il déteste tous les films de celui-ci, sauf La course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel, ce que je trouve très drôle. Sage Stallone est retrouvé malheureusement mort le 13 juillet 2012 dans sa maison d'Hollywood d'une défaillance cardiaque naturelle, sans doute aggravée par sa consommation de cigarettes. Tu vois, là où j'ai appris mon métier, on ne fait pas exploser un tunnel qui a déjà explosé. Mais merci pour le conseil. Le chef Dennis Wilson, chef de l'EMS, est interprété par Mark Rolston, inoubliable Drake dans le Aliens, le retour de James Cameron, Hans dans L'Arme Fatale 2 de Richard Donner ou Steph dans le Robocop 2 d'Irving Keschner. Écoute, je sais que tu avais dirigé cet exercice, mais c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, tu ne diriges plus rien. Ici, il engueule Kit qui veut prendre part bien sûr au sauvetage, part dans un trou contre l'avis de son collègue et meurt vite fait. Après Dragon, l'histoire de Bruce Lee et Cœur de Dragon, Daylight marque la 3e collaboration entre Rob Cohen et le compositeur Randy Edelman. Pour certains, une de ses meilleures musiques, elle reste complètement typique de ce que le bonhomme fait depuis un moment. Comme à son habitude, il va mélanger synthétiseur et orchestre et nous donner, comme à son habitude, un thème éblouissant, nerveux, qui ouvre le film. 7 notes reconnaissables quand on connaît le bonhomme et efficace avec sa batterie et une rythmique parfaite des synthés. Il n'y a pas photo, ce sera un film dramatique dans une thématique bourrée d'action. Le deuxième thème est celui de Kit Latura, avec piano et cordes, oui, et c'est synthé, et dont le piano est interprété par le compositeur lui-même. Un thème mélancolique pour les regrets du personnage et l'autre dramatique pour ce qu'il vit. Mon Dieu! Un troisième thème servira pour l'esprit de groupe et de la communauté. Comme beaucoup, le thème est souligné par petits moments et sert de leitmotiv pour tout ce qui concerne l'action. Une musique qui sait donc mettre en musique le côté tragique de la situation, le côté héroïque des personnages par de beaux élans répétés au bon moment.
Le final et le retour à l'air libre, euphorique et qui conclut sous une forme joyeuse de la musique, reste un grand moment. Oui, sortez-les tous de là. Encore une fois, Randy Edelman nous donne une musique efficace, comme le réalisateur dans sa cinématographie quelque part, mais comme souvent, reste une partition classique, un petit peu sans âme, Edelman étant assez doué sur la composition de thèmes impactants et de morceaux qui seront utilisés même dans plusieurs bandes annonces. De lui, je lui préfère Dragon, mais la musique de Daylight est exactement ce que le compositeur sait faire le mieux, composer parfaitement la musique que les images nous montrent. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est très efficace. Un film catastrophe est obligatoirement rempli de clichés, allant obligatoirement avec le film. Daylight n'échappe pas à la règle, malheureusement. Un film où l'humain est aussi important que les scènes catastrophes, Rob Cohen, le réalisateur, ayant eu sa part de peur lors d'un incendie dans l'hôtel où il résidait quelques années avant. C'est ce genre d'épreuve que l'homme y montre le pire et le meilleur. L'histoire est plausible, ce qui n'est déjà pas mal, et beaucoup d'installations américaines furent construites au début du siècle, ce qui pourrait devenir un problème avec toujours ce à quoi l'on s'attend le moins. Pour le réalisateur, le tunnel est un microcosme de notre planète et Daylight une métaphore sur les relations dans ce monde, différent mais capable du meilleur dans l'adversité. Enfin, dans un monde idéal, il est bien gentil, mais on sait très bien que dans la vie, c'est pas ça du tout. Si vous restez, alors moi je reste. Je n'abandonnerai plus jamais quelqu'un. La présentation des personnages reste donc parmi les fameux clichés du genre, mais rapidement évincés, quoique au profit du suspense et du spectacle. Avec ses effets, ses décors dont l'authenticité est formidable, le film nous dépeint des gens essayant de survivre avec leur peur de façon réaliste tout en restant très hollywoodienne. Stallone est au milieu des gens et bien que la caméra soit fixée sur lui, semble toujours un petit peu en retrait, ne voulant pas voler la vedette au principal de l'histoire, la communauté, même si son salaire, lui, est monstrueux. Un film donc grand spectacle qui s'essaie à la psychologie humaine dans une catastrophe de grande ampleur, 114 jours de tournage intense et à la pression forte pour tout le monde. Bien que moins épique que ses prédécesseurs dont Irwin Allen était le fer de lance, Daylight est une version moderne de ces films sans la grandeur en cinémascope mais fort en dimension humaine, même si c'est celle des années 90. Il est plaisant d'y voir un Stallone vulnérable bien que ce rôle soit encore une fois à l'identique de ce qu'il fait d'habitude. Pourtant, pas trop de sensiblerie ou de sentimentalisme à la con sur le film, les acteurs souffrent, ça se voit, et l'explosion de début nous laisse tellement sur le cul que nous l'avons en tête durant le film, laissant cette catastrophe toujours dans nos pensées. Malheureusement, la direction d'acteur n'a jamais été le fort de Rob Cohen et les figurants jouent n'importe comment comme d'habitude. Ajoutons à cela des passages vraiment ridicules avec des plans d'ensemble qui font très préparés et mis en scène mais pas dans le bon sens du terme. L'on est loin de l'aventure du Poséidon et les caractérisations de personnages sont un petit peu aux fraises, il faut quand même le dire. Reste un film honnête, très bien foutu, qui se regarde bien malgré un semblant de tout arrive dans un même film comme la scène du camion de prisonniers. Juste en dessous du câble à haute voltage qui grésille et dont le carburant du camion s'échappe et le prisonnier qui veut pas sortir parce qu'il a peur et que le suspense est intolérable. Kit explique même au patron que le courant de la ventilation n'est pas le même que celui du câble, à se demander si quelqu'un est capable dans cette boîte. Est-ce que ça coupera le système de ventilation? La ventilation n'est pas sur le même système. Mais dites donc, qui êtes-vous, vous? L'on alterne entre séquences réussies et d'autres qui font très parc d'attractions. Un autre réalisateur aurait été peut-être beaucoup mieux, c'est certain. Malgré cela, le suspense devient de plus en plus fort, une réussite sur le final dès que les rescapés se retrouvent dans les grottes, un vrai bonheur. Ce n'est pas le film de l'année, c'est certain, mais pour moi cela reste quand même un excellent divertissement, malgré ses poncifs, et je lui mets la bonne note de 5,5 sur 6, parce que c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais il fait exactement ce qu'il doit faire, nous divertir. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Je sais qu'il y a des fans de Stallone et que je vais me faire engueuler pour ce que je dis de négatif, mais c'est pas grave, j'assume. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives
inédit. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses, j'ai pas le tunnel. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce, activez la petite cloche, vous aurez les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Une condition. Ah oui, laquelle? Je veux qu'on prenne le pont.